Si tu es un artiste au sens majuscule, au sens véridique, au sens entier du terme, obligatoirement, tu vas arriver à un point où tu sens que tout, absolument tout, est relié. Et donc, tu vas commencer à chercher dans ce que tu fais. Si tu es guitariste, si tu es sculpteur, si tu es cinéaste, si tu es même footballeur, tout ça, c'est de l'art. Bien sûr, c'est de l'art. Si tu vas commencer à pratiquer en regardant une dimension qui n'est pas à côté, tu es dans la profondeur, dans les nuances. On peut glorifier des gens qui, boum, ont des gros succès, sont des grosses superstars, etc. Mais ce n'est qu'un petit morceau du spectre. Par exemple, pour que Michael Jackson soit Michael Jackson, peut-être il y a 100 personnes qui ont travaillé sur ça et on ne les connaît même pas. Donc des musiciens peut-être toxicomanes qui jouaient leur guitare 20 heures par jour et quand ils lâchaient la guitare, c'était pour aller chercher leur drogue et rester dans leur monde. Mais ces gens-là ont participé à ces œuvres et on ne les connaît pas. Et c'est parce que ces gens, en se dépouillant totalement des préoccupations de la vie normale, ont acquis cette capacité d'aller chercher. C'est peut-être les mêmes notes, hein, mais les nuances que lui va chercher, la profondeur que lui va chercher, tu ne peux pas aller là-bas parce qu'il paye un prix pour aller là-bas. L'artiste, c'est quasiment malhonnête de lui demander d'être normal. Parce que par essence, ce n'est pas une activité normale de pratiquer de l'art. L'art, c'est pas normal. C'est quelque chose, tu dois quitter le champ de la norme. Tu dois légèrement te mettre à l'écart ou en marge pour percevoir la réalité sous un certain angle. Et c'est ça qui nourrit ton art. Dans ce positionnement-là, quand on te demande d'être le parfait employé, le parfait, c'est malhonnête. Au Bénin, en fait, nous vivons les conséquences de beaucoup de manquements. Comme ce que tu as appris sur la route en faisant tout ça, jusqu'à venir à dire que tu as fait un projet d'album, etc. Tu as d'abord pratiqué le studio, tu as fait des chansons. À côté de ça, tu as écrit, tu as écouté des instrus, tu as fait un album. C'est une expérience. Une grande d'ailleurs. Au moment maintenant de transmettre cette expérience à ceux qui suivent, la génération qui vient après toi, c'est là où la malédiction s'installe, où ils n'écoutent pas ce que nous disons en nous considérant comme des concurrents. Donc, ils repassent par les mêmes canaux, rencontrent les mêmes problèmes et se retrouvent à devoir résoudre des choses par lesquelles nous on est déjà passé. Donc, Dalaïka, Blasphème, Diamant Noir. Oui. On peut considérer que c'est la deuxième génération pour être succinct. Ok. Et après ça, il y en a eu d'autres. Mais à chaque fois, c'est toujours le point, les articulations entre ces générations. C'est-à-dire, il y a un problème de transmission. Et si on regarde tout ça avec du recul, on se rend compte que c'est pas seulement dans le rap. C'est d'abord dans la musique globalement. Et ensuite, c'est dans beaucoup de pans de la vie de ce pays. Il y a des problèmes de transmission. Et ce n'est même pas au Bénin seulement, je crois. C'est-à-dire, globalement, en Afrique, on a ce problème-là. Comment on transmet les choses d'une génération à une autre pour ne pas être obligé à chaque fois de les recommencer. C'est-à-dire, une génération comme la nôtre, qui a dû affronter beaucoup de démons en route pour exister, ben, inutile alors pour la génération qui suit de réaffronter tous ces démons pour se faire. Il suffit qu'ils se rapprochent, qu'on échange, qu'il y ait cette transmission qui se fasse. Je ne sais pas par quelle formule, je ne sais pas par quel canal, mais au moins je peux faire ce constat-là. Il y a un problème de transmission à beaucoup de niveaux et dans beaucoup de secteurs
dans la vie de ce pays. Tu y vois quel autre secteur? Tout. Tout. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, dans presque tous les domaines au Bénin, il y a un problème de transmission. De transmission. Oui. Avant de, disons, avant de revenir d'accord à ce problème de transmission, quand je prends ce que tu disais par rapport aux artistes, est-ce que cela émane de la volonté politique? Mais je dirais, mais plutôt des... Non, je dirais, est-ce que cela émane que de la volonté politique? Non, précise un peu ta question. En fait, est-ce qu'il ne faut pas plus, je dirais, plus de privé? C'est-à-dire, est-ce que des personnes qui ont les moyens ne doivent pas s'intéresser à la chose culturelle? C'est-à-dire, mettre en place des maisons de production, tu vois, mettre en place, je dirais, un écosystème. Un peu comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire, au Nigeria ou dans les autres pays où ça a quand même marché. La musique, l'art, comme tout ce qui est show business, c'est d'abord une industrie. Justement. Et une industrie a des codes, Ouais. des façons de fonctionner et qu'il faut apprendre, connaître. C'est-à-dire, tu peux pas te lever comme ça et dire je fais des chaussures et puis c'est tout. Ou je fais une marque de t-shirt et te mettre à le faire. Il faut te rapprocher des gens qui ont déjà fait ça et qui vont t'expliquer les problèmes de stock, les problèmes de fournisseurs, les problèmes de production, comment ça se passe. Et la musique, c'est très exactement la même chose. Comment on prend un artiste, comment on le détecte, comment on le rend vendable pour un marché. Quels sont les artistes qui sont faits pour être vendus et faire de l'argent en masse, et quels sont les artistes qui sont là pour nourrir le noyau, l'œuf de l'art lui-même. Il ne faut pas faire de confusion. Tous les artistes ne sont pas faits pour être mainstream. Non. Impossible, non. Non. Oui. Il y en a toujours une frange qui est là pour nourrir l'œuf lui-même, le système lui-même, la racine, l'esprit même de l'art. Et il faut savoir quel est leur rôle dans cette machine. Mais l'industrie de la musique, à aucun moment je ne l'ai vue pleinement opérationnelle. Et la faute est à qui? À tout le monde. À tout le monde. C'est-à-dire, un jour ou l'autre, il faut constater simplement, il y a tel manquement, tel problème, on s'arrête, on regarde, on essaie de corriger. Et selon toi, pour corriger, c'est-à-dire pour pouvoir quand même créer cette industrie au Bénin? On a vu des gens comme Gap au Bénin. Gourou? Oui, Gourou Record. Ok. Qui ont tenté des choses. Le gars de Top Showbiz, Carl Charles Djimadja, dont je parlais, qui a tenté des choses. Mais lorsqu'on est habitué à fonctionner d'une certaine façon, c'est difficile souvent de se réajuster. On fonctionne souvent comment ici au Bénin? Et pourquoi leur initiative n'a pas pu perdurer? On est d'abord beaucoup resté dans un grand bordel, dans un grand foutoir. Ce que, par exemple, le Bibedra. Le Bibedra était un grand bordel. Moi, quand j'ai voulu déclarer mon album en 2002, que j'ai vu ce que c'était, je me suis dit merde. En fait, au Bibedra, ce que moi j'y ai vu, en tout cas, j'ai pas vu tout le monde, ils n'étaient pas là pour la musique béninoise. Hein. Ils étaient là pour eux. Ils étaient là pour trouver de quoi manger ou s'enrichir eux. Et moi, depuis le départ, je suis préoccupé par l'œuf, le noyau, la racine. Donc, je me suis reconcentré sur ah non, moi je préfère développer l'art en moi, développer des gens qui portent de l'art en eux, plutôt que de me préoccuper de ces questions. Donc, globalement, la machine en elle-même, on a besoin de professionnels, on a besoin de gens qui ont du recul, des gens qui connaissent la mécanique
de comment la musique marche, comment on fait tourner la musique pour la faire vivre. Et vivre, c'est pratiquant. Et ça, c'est une vaste question. Un artiste qui se préoccupe trop, c'est-à-dire l'art, le paradoxe de cette chose, c'est que lorsque tu veux sortir de l'art pour le contrôler, donc au lieu d'être celui qui est habité par cet art, travaille l'art en lui-même, tu deviens celui qui veut contrôler cet art pour en faire de l'argent ou le marketer, il meurt. Il y a des exceptions, bien sûr, d'artistes qui ont pu marketer leur truc. Ouais, mais c'est combien dans le lot? C'est rare. Oui, ce sont des exceptions. L'art n'aime pas ça. Le métier d'être commerçant de la musique, commerçant de l'art, c'est un métier à part. C'est pas le métier du pratiquant, de celui qui est habité par la chose. Il faut faire la nuance alors, c'est tellement faux ce que tu dis. Non, c'est extrêmement important. Et c'est une confusion qui perdure depuis 20 ans. Moi, je pratique le rap, la musique depuis au moins 25 ans. Et de façon assidue, je veux dire, depuis au moins 25 ans. Et dans toute cette période, il y a eu des moments où j'ai carrément décidé, OK, j'arrête. Je fais autre chose, je trouve un boulot. Donc, j'ai été recruté comme copywriter ici, j'étais en agence, après j'ai été recruté. Je me suis trouvé des postes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, en fait, quand je suis venu, je me suis mis dans la radio. Pour servir l'art toujours, mais en ayant un boulot, tout simplement. Mais à chaque fois, j'en revenais au point que si tu es habité, et c'est quelque chose que je tiens vraiment à ce que les jeunes artistes ne fassent pas cette confusion et surtout ne se reprochent rien. Je veux que tu regardes la caméra. Non. Pas ce que tu veux dire. Celui qui est habité par l'art, il ne peut pas être la personne extérieure qui veut emballer cet art pour le vendre. Ton boulot, c'est d'aller creuser dans la rivière là et ramener des choses. C'est de sortir des idées, de créer des choses. C'est ça ton boulot. Celui qui va vendre ça, c'est une autre personne. C'est pour ça qu'un artiste n'est pas celui qui... C'est pas quelqu'un seul. Non. Un artiste est entouré. Même ton manager, il y avait cette période-là où tous les artistes couraient vers des animateurs influents ou connus pour être leur manager. Un manager doit d'abord t'aimer. Ton manager, il doit t'aimer, il doit aimer l'artiste là. Parce que le manager, c'est un peu ta mère et ton père. C'est la personne qui t'aime à la base et qui est capable de se dire, OK, mon gars, il a souvent tendance à être brouillon de tel côté et qui couvre ses aspects. Et le manager, c'est ça. C'est du moins dans la limite de mon ignorance, c'est un peu ça, le boulot d'un manager. De la même manière, un producteur, c'est pas ton ami. Alors que le manager doit aimer le gars, le producteur n'est pas obligé de t'aimer. Le producteur, c'est OK, j'ai 7 millions dans un compte quelque part. Avec ces 7 millions, je peux mobiliser jusqu'à 15 millions avec mes banques et mes partenaires. Avec ces 15 millions, si je mise sur toi en un an, qu'est-ce que je rattrape? C'est ça, la réflexion du producteur. Le businessman. Oui, c'est du business. C'est faire du fric, faire du chiffre. Et donc, il arrive ces confusions, ces mélanges, où l'artiste qui est censé être le lien entre la rivière et le monde, le porteur même de cet esprit-là, veut changer d'habit pour être tout à la fois. L'art meurt. Dans ces cas-là, si tu me cites 10
personnes habitées par l'art, qui ont voulu sortir de là pour faire quelque chose et qui ont réussi, maximum, tu en trouveras 1, 2. L'art meurt parce qu'il n'aime pas ça. Ok. Et est-ce qu'il existe des professionnels compétents au Bénin pour pouvoir vendre la musique? Je n'en connais pas des masses. J'en connais, et d'ailleurs même, j'en connais de loin. C'est-à-dire, je n'en connais pas de proches comme ça. L'expérience LS Music, par exemple, qu'on a amorcé avec des amis à moi pour sortir mon premier album, c'est bien ça. C'est parce qu'on se rendait compte, OK, où est l'industrie, là, l'industrie musicale au Bénin, là? Il n'y en a pas. Donc, tu te retrouves de la même manière que tu ne trouvais pas des beatmakers pour faire tes musiques et que tu as dû porter l'habit de beatmaker, tu te retrouves maintenant à devoir monter un label avec des gens pour sortir ton disque. C'est ce qu'on a dû faire, LS Music. Mais au bout d'un moment, c'est casse-tête, c'est complètement... C'est pas possible à gérer. Donc, OK, on rentre dans une autre peau. Mais je n'en connais pas des masses, moi, hein, des professionnels. Parce que il y a des gens qui se proclament peut-être être. Mais dans la limite de mon ignorance, hein, je n'en connais pas des masses. Et c'est véritablement ça le problème. L'industrie du business, le business de la musique, le show business au Bénin, il y a toujours eu des gens qui se sont débattus avec ce qu'ils avaient, avec leurs compétences, avec leur caractère, pour faire des choses. Comme Gap, comme d'autres, comme Karl Charles Dimadia, comme d'autres. Il y en a eu toujours, il y en aura toujours. Mais des professionnels qui ont appris aux côtés d'autres gens, dans d'autres pays, sur d'autres continents, et qui ont ramené ces compétences, ce savoir-faire, et qui ont déposé pour construire une industrie, je n'en connais pas. Alors, j'ai une question qui se base toujours sur un de tes propos dans Fidélité au mic. Tu dis, l'idéal serait que mon rap est fort, tellement fort qu'il révolutionne ce système pourri. D'accord? Oui. Alors, je dirais, qu'est-ce qui est pourri? C'est l'industrie, c'est le pays, c'est quoi selon toi? Ce qui est pourri, c'est le fait que je parlais du Bénin et de l'Afrique. Ce qui est pourri, c'est que le mérite, généralement, revienne aux gens qui ne méritent pas, en fait. C'est-à-dire, ceux qu'on encense, c'est généralement des gens qui savent faire des courbettes et qui savent faire semblant. Mais les véritables artisans, et dans tous les domaines, hein, aujourd'hui, par exemple, on serait tenté de parler de football, c'est-à-dire les véritables artisans des secteurs, ben non. Tu veux dire que les véritables artistes au Bénin ne sont pas mis en avant? Ceux qui sont quand même... beaucoup d'entre eux ne sont pas mis en avant. Mais le système pourri, ça ne s'arrête pas à la musique. Le système pourri, c'est la globalité de la chose, de se dire, mais c'est quoi ce continent où on enseigne des programmes scolaires qui n'édifient pas nos enfants, qui ne leur font pas prendre conscience de ce qu'ils sont? Quand un pays a conscience de lui-même, quand une communauté a conscience d'elle-même, ça se voit dans comment elle se comporte, dans comment elle éduque ses enfants, dans comment elle communique, dans comment elle est. Mais ce n'est pas le cas. Même aujourd'hui? Mais bien sûr, aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué. Beaucoup de choses ont évolué. Mais on n'y est pas. Hein. C'est-à-dire, on est toujours sur la route. On n'y est pas encore? Non. Toujours dans Fidélité au mic et en parlant de programme scolaire, tu disais l'idéal serait que Cheikh Anta Diop soit au programme à l'école depuis le CM2. Oui. Moi, Cheikh Anta Diop, je l'ai croisé, comme je disais, je devais être en première, terminale. Voilà. Comment? Voilà. En écoutant Ayam, j'ai découvert, il parlait d'Égypte et tout ça. Et de fil en aiguille, j'ai découvert un nom, une personne qui s'appelle Cheikh Anta Diop. J'ai dit, OK, j'aimerais bien connaître cette personne. On m'a dit, ouais, c'est un Sénégalais, voilà. OK. Et j'étais au CSP
avec des amis comme Tampinugui, des gens, il y avait des Camille Ouassa, Eric Biaou, tout ce monde-là. Mhm. Et j'avais un ami qui s'appelle Fred Serrault, qui est actuellement en France, je crois, qui on parlait tellement de Cheikh Anta Diop entre nous qu'il se promenait un jour et il a vu quelqu'un était décédé et on vendait ses livres. Et il a vu les livres, parmi les livres qui étaient par terre, il a vu un bouquin de Cheikh Anta Diop. Et il l'a acheté pour moi. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, moi, l'effet qu'il a eu sur moi, c'est, mais pourquoi on ne m'a jamais dit ça? J'étais en terminale quand j'ai parcouru la première fois un bouquin de Cheikh Anta Diop du début à la fin, plusieurs fois. Et c'était Nation d'agriculture. Mhm. Et je me suis dit, mais attends, Nation? Nation d'agriculture, de l'antériorité des civilisations nègres. Ok. Je me suis dit, mais je suis à l'école depuis beaucoup d'années. Pourquoi on ne m'a jamais parlé de ça? Pourtant, j'ai eu l'occasion de lire que les Noirs sont maudits dans la Bible. Mais personne, depuis le début, ne m'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Cheikh Anta Diop et qui a écrit à propos de... C'est les Noirs là que vous voyez là. C'est eux qui ont fait la civilisation égyptienne. Égyptienne. Celle qui est aujourd'hui accaparée par d'autres et qui en donne des interprétations, etc., etc. Mais pourquoi personne sur ma route, jusqu'à cet âge-là, que j'avais 17 ou 18 ans, ne m'a expliqué ce que Cheikh Anta Diop a fait? Ça a été mon premier choc. Et ma première révolte, en quelque sorte, de me dire, ah, il y a quelque chose qui cloche. Ce que nous apprenons à l'école n'est pas fait pour nous rendre nous-mêmes. Non. C'est en fait une corruption intérieure. C'est-à-dire, on nous prépare à être des gens soumis à un mécanisme. Pourquoi personne ne m'a expliqué ce que Cheikh Anta Diop dit? Je ne comprends pas. Et donc, ça a été un grand choc pour moi. Je me suis dit, attention, moi, si je dois amener des enfants jusqu'à avoir le bac, obligatoirement, à un moment sur leur trajectoire, je vais leur parler des travaux de cet homme. Et c'est quand même, si on veut citer des gens qui ont travaillé à édifier la conscience du peuple noir sur la terre, Cheikh Anta Diop doit être au sommet du sommet de ceux qu'on va citer. Ah bon? Ah ouais. Personne en Afrique ne doit aller jusqu'à avoir sa licence sans avoir lu ce que Cheikh Anta Diop a écrit. C'est impossible. C'est impossible. Celui qui t'explique, qui te détaille, qui te... Non, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il te fait comprendre l'histoire d'une autre façon. C'est-à-dire, tu comprends que, ah, mais en fait, ce qu'on nous raconte, c'est pour nous conditionner. La vérité n'est pas là. Un noir sur la terre, qu'est-ce qu'il a comme référence pour se construire? Bon, il a des esclaves, il a des peuples dominés, il a des communautés qui ont dû déposer leur langue, leur intériorité profonde pour embrasser des langues extérieures. Et un individu sur la terre qui ne parle pas la langue de sa mère et de son père est désaxé. Les Allemands parlent allemand, vivent allemand, sont allemands, ça se voit. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos villages, il y a des gens qui ont 15 ans, la richesse intérieure de leur esprit, ils ne peuvent pas l'exprimer. Parce qu'ils parlent français, ils parlent mal français, ils comprennent mal le français. Mais il fallait qu'ils expriment ça dans la langue de leur mère et de leur père. Ils sont des génies. Voilà. Et on est confronté à ces blocages,
Et ça m'amène en fait sur certaines réalités. Tu sais, je me suis toujours posé la question de savoir, mais en quoi étudier Hitler en classe de troisième était si important? Voilà. En fait, en C'est quoi étudier quelqu'un en fait, qui n'a apporté que qui n'a fait que du mal en partie, en fait, était important. Ok, on parlera de culture générale et tout, mais aujourd'hui, il y a Internet. On pouvait étudier cela. Ça, c'est un. Et de deux, par rapport à tes dits, tu sais, à l'école, on nous punissait quand on parlait notre langue maternelle. exactement. On recevait le signal et on était puni. Tu vois? Exactement. À t'entendre parler, je me dis, mais c'est, c'est cruel en vrai. En fait, c'est une entreprise qui avait un but de faire des gens soumis, des gens prévisibles. C'est ça. Le contenu de l'éducation scolaire, jusqu'ici, il y a des gens qui ont des doctorats, des bacs plus 20, mais qui sont toujours enfermés dans cette pénombre-là. Ils n'ont toujours pas eu la capacité intérieure de se rendre compte. Tout ce qu'on vous enseigne à l'école qu'on a là, c'est pour vous paramétrer, pour vous rendre prévisible, pour vous conditionner à un résultat qu'on attend. Mais pour que tu sois toi-même, il faut forcément qu'un jour, un sursaut intérieur se produise et que tu te dises, mais attends, non. Exactement comme tu disais, quel est l'intérêt d'apprendre Hitler et tout ça? Et que tu te dises, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Que l'histoire de l'homme s'est faite sur la Terre depuis le premier jour et aucun Noir, aucun Africain n'a participé à quelque chose de grand, on n'a rien fait. On était assis là, les bras croisés, et ils sont venus nous coloniser, et ils sont venus nous dominer. Et donc aujourd'hui, on parle leur langue, on prie leur Dieu, on vit dans la totalité de leur monde. Nous n'existons pas, nous ne sommes rien. C'est-à-dire, non. Ce sursaut-là, moi, c'est le rap qui me l'a apporté. À force de pratiquer le rap, d'être en contact avec des gens qui réfléchissent, qui remuent certaines réflexions, certains raisonnements, certaines mécaniques de l'esprit, je suis naturellement arrivé au point où, forcément, le franc CFA, c'est forcément un instrument qui ne nous arrange pas. Sans aucune opinion politique, par pure mécanique de l'esprit, j'en étais arrivé là. J'ai fait de l'économie à l'école, à l'université. C'est naturellement que j'en suis arrivé là, sans aucune opinion politique par ailleurs. Je me suis rendu compte que, attention, il y a quelque chose qui cloche. Et si aujourd'hui, c'est évident pour beaucoup de gens, je suis écœuré d'entendre des gens qui ont fait bac plus 20 venir dire que ce n'est pas un problème. Mais si, c'est un problème. J'en venais à là. En quoi, en fait, disons, on parlera de formation, d'accord, de parcours universitaire et d'influence. Qu'as-tu appris en étudiant la sociologie et l'économétrie qui t'aident aujourd'hui tant dans ta vie personnelle que dans la musique? Non, d'abord, pour moi, le savoir est sacré. Ok. Donc, peu importe le domaine, j'aurais pu faire architecture ou médecine, c'était la même chose. La sociologie, c'est de comprendre certaines mécaniques des communautés humaines. C'est ça qui m'intéressait. Donc, j'ai appris quelque chose là. L'économétrie, c'est parce que aucun système ne peut être viable s'il n'est pas viable économiquement, d'une manière ou d'une autre. Il faut une raison économique et finalement, il faut qu'il y ait une finalité économique. Ce n'est pas obligé que ce soit le centre de gravité, mais il faut qu'économiquement, cette mécanique soit viable. Donc, OK, on veut jouer au foot, il faut que ce soit rentable, d'une manière ou d'une autre. OK, on veut produire des livres,
il faut que ce soit rentable. On veut vendre des chaussures, il faut que ce soit rentable. C'est ça, en fait, que l'économie m'a apporté. C'est de toujours me mettre dans l'esprit que, OK, pourquoi il n'y a pas un vaccin contre le paludisme? C'est probablement que ce n'est pas rentable économiquement. Probablement. Je ne sais pas. Oui. Donc, pourquoi les USA dominent le monde? Pourquoi la musique des USA domine le monde entier? C'est parce que c'est viable économiquement. Ils font des millions et des milliards avec. Et quand on a des millions et des milliards, on peut provoquer des choses. Donc, les études que j'ai... Mais moi, je n'ai pas été un étudiant assidu. Hein. C'est-à-dire, autant j'étais investi dans ces filières-là, Oui. autant je lisais des bouquins de médecine, autant j'étais avec des gens qui s'occupaient de théâtre. Et anecdote pour anecdote, Oui. il y en a un, il s'appelle Monsieur Dupuis. J'arrive chez lui, j'ouvre la porte et se bloque. Je regarde derrière, c'est des livres. Dans tout son salon, c'est rempli de livres. Le fauteuil où je dois m'asseoir, il faut déplacer des livres pour avoir une place et s'asseoir. Voilà des gens que j'ai croisés. Et là, tu te dis, quand tu quittes là, tu rumines, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un peu de connaissance va te rendre, tu vas te prendre pour quelque chose. Mais quand on en a un gros stock, on se rend compte que c'est toujours rien. Par rapport à l'infini, c'est toujours rien. Et donc, j'ai pas été un étudiant assidu. Partout d'ailleurs, dans ma trajectoire scolaire, j'ai jamais été un étudiant assidu. J'ai toujours su que si je prends un domaine et que je m'assieds devant, je vais le maîtriser. Mais s'il ne m'intéresse pas, tu peux tout faire, je m'en fous. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok. Il faut dire que tu as étudié la sociologie et l'économétrie à Toulouse, d'accord, en France. Comment combines-tu tes influences africaines et occidentales dans tes productions? Non, la musique africaine, c'est la racine. Okay. C'est le battement même de départ. Parce que les musiques des peuples comme nous, parce qu'il n'y a pas que nous, hein. Il y a les Japonais, c'est-à-dire aujourd'hui on parle français. Si tu as accès à l'univers qui parle français sur la planète Terre à l'heure actuelle, c'est à peine si tu as accès à 20% de ce qui est vraiment. Hein. Il faut ouvrir des portes, voir ce qui se pense en anglais, ce qui se pense en arabe, ce qui se pense en japonais, ce qui se pense dans d'autres, tu vois, d'autres dimensions. Et ça a rapport avec la langue. Donc, quand on parle de musique africaine, les battements, l'intérêt en fait de descendre sur les fondamentaux, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des constantes partout. Si tu écoutes beaucoup de musique africaine, et quand je dis musique africaine, pas la musique africaine moderne, la traditionnelle, celle que les gens faisaient au village après avoir cultivé, et tout ça. Cette musique-là, elle rejoint beaucoup de musiques de la même nature, c'est-à-dire des musiques de tradition, de terroir, de gens qui vivent en voyant les saisons évoluer. Notre vie moderne nous déconnecte de beaucoup de choses. La musique traditionnelle vient d'hommes debout sur la terre, en contact avec la terre et ses cycles, en contact avec les cycles de la vie. Donc, il y a des rapports au cycle, des rapports au rythmique, des rapports aux percussions, des rapports aux éléments, c'est différent. Et moi, ça m'a toujours préoccupé. Donc, comme je disais, il y a différentes façons d'écrire, il y a différentes façons aussi de faire de la musique. Donc, par exemple, tu peux prendre 10 tubes qui marchent actuellement, les superposer de façon analytique et essayer de construire un morceau qui marche. C'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire, c'est de partir plutôt, de te dire, bon, tu vois, le rythme d'un chœur, ça va à quel BPM? Ok, 60, donc 120. Ok, on part de là. Comment bat le chœur? Ok, donc c'est ça, ce tempo-là. Ok, et donc, cette méthode-là, c'est une méthode racine. Et je pratique beaucoup ça.
Ah, d'accord. Des morceaux comme Phénoménal, Phénoménal. ça sort de là. C'est-à-dire des... Ah ouais, phénoménal, oui. Franchement, j'ai trop kiffé ce morceau, tu sais. Donc, Oui. la musique traditionnelle, Mhm. pour moi, c'est très important. Et pour moi, il faut archiver, il faut documenter toutes ces musiques-là qui existent au Bénin. Le Bénin est peuplé de musique. Et il faut les documenter et les rendre disponibles. Que quelqu'un qui est en Corée puisse aller sur YouTube, trouver des trucs qui concernent le Galédé de Savé, par exemple, et prélever des boucles, s'inspirer de... Il faut le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, si on va sur le net, est-ce qu'on a des datas sur nos musiques? On en a pas. C'est un travail à faire. On ne peut pas y échapper. Souvent, l'homme aime contourner, parce que le cerveau de l'homme est fait pour simplifier la vie. Donc, on aime contourner les problèmes. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contourner. Il faut qu'on stocke des datas sur nos traditions. Nos musiques, nos rythmes, nos chants, tout ça, il faut les archiver, les mettre à disposition pour que quelqu'un qui est au Colorado, quelqu'un qui est au Canada, quelqu'un qui est en Allemagne, il y ait accès. Et c'est comme ça que la musique va vivre, pas simplement se scléroser et devenir des archives que des archéologues vont venir regarder. Non, ça doit être vivant. Et pour ça, il faut les archiver. Il faut parcourir toutes les régions, enregistrer des heures, des jours, des stores infinis de musique et les mettre à disposition. C'est important. C'est tellement pertinent ce que tu dis. Et tu sais, ça c'est une parenthèse. En parlant même de data, on n'en a pas en fait. En parlant d'industrie culturelle. Or, il faut ça pour aller vers des sponsors, vers des mécènes en vrai. Je comprends pas bien la question. En fait, en parlant de data, Oui, on n'en a pas même dans l'industrie culturelle. oui, oui, Or, sans ça, on ne peut pas arriver à convaincre des mécènes, oui. des sponsors. Il nous faut des datas, oui. Pas tout en Il nous fait. faut, il nous faut des... Mais écoutez, il ne faut pas non plus qu'on se flagelle, hein, parce que c'est un chemin. On a commencé... Au moment où le réveil se produit, il faut laisser le temps aux choses de se produire aussi étape par étape. C'est un process. Oui. Ok, d'accord. En parlant de processus même de création, tu parlais du morceau Phénoménal, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, vu même l'époque, tu vois. Oui. Tu étais avant-gardiste, tu sais. Quel rôle joue la technique dans ton processus de création? Hmm. En fait, vu que moi, j'ai pas appris d'un instrument, la technique, pour moi, c'était les outils. Et donc, je peux dire, à part les périodes autour de 17 ans jusqu'à 18 ans, de 16 à 18 ans, où j'ai côtoyé des gens dans les studios, des musiciens, des heures et des heures à les regarder construire les morceaux de Kirikanta, les morceaux de tel, tout ce qui se passait à l'époque, en fait. À part emmagasiner tout ça, techniquement, je me suis développé sur la MPC 2000, Ok. qui est ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cet outil, c'est qu'on peut tout utiliser. C'est-à-dire, ça marche par sample. Donc, si tu prends un bout de percussion, après, il y a des façons infinies d'exploiter tout ça. Donc, la technique pure, pour moi, j'ai côtoyé des musiciens qui m'ont beaucoup appris, mais la technique, pour moi, ça vient de ma lecture de certaines musiques vient de la pratique de cet instrument. Pour moi, le sampler, c'est un instrument. Donc, je ne sais pas jouer de la guitare ou du piano, de la percussion, de la batterie, mais j'ai joué de la MPC très, très sérieusement pendant plusieurs années. Donc, ça m'a ouvert des portes sur beaucoup de choses. Et en pratiquant ça, d'ailleurs, tu te retrouves, tu découvres, ou des gens comme Dr. Dre ont trouvé tel sample.
Et tu découvres alors, ah, donc tel morceau de tel gare vient d'ici. Et c'est comme ça, en fait, qu'on conquiert son univers musical. Ok, d'accord. Et en parlant de carrière et projets musicaux, est-ce que tu peux revenir sur ton premier album, Aïcha 001, l'artiste, sorti en 2002, n'est-ce pas? Oui, c'est un album qui a fermenté pendant 6 ans, 6 ans. quasiment. Parce que Mhm. il y a eu les intentions. En fait, mon premier clip, je l'ai fait en 96. Donc, et les premiers morceaux avec Eric B, les gens comme Sergent Marcus peuvent témoigner. C'est des gens qui m'ont vu, qui m'ont connu, avec lesquels on a partagé ces heures et ces moments-là. Et Et en parlant de lui, vous avez fait le Britannique ensemble, non? oui, Ok. oui, c'est le Britannique qui nous a unis. Mhm. Et Et tout comme Camille Ouassa, c'est quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, mais qui était l'un d'entre nous. Qui déjà? Camilou? Camille Ouassa. Camille Ouassa, ok. Oui. Et c'est qui déjà? C'était un mec de l'aventure du rap Ok, aussi, du rap, d'accord. et qui actuellement doit être au Canada si je ne me trompe pas. Ok, ok. Donc, le projet a fait 6 ans, d'accord? Oui, c'est-à-dire, moi j'ai commencé à ruminer les premières choses ici avant de voyager en 96 Mhm. et arriver là-bas. Voilà une chose aussi. Quand on part d'ici en pensant quelque chose, comme des artistes qui quittent le Bénin et qui vont à l'extérieur, généralement on n'en entend plus parler, n'est-ce pas? Totalement d'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que là-bas aussi, il y a des milliers de gens qui sont dans des processus. Donc toi, tu viens, tu dois refaire tout le cheminement. C'est-à-dire, tu n'es personne. Donc, arrivé là-bas, j'ai donc dû faire bas la terre, la vie d'étudiant, d'abord la calibrer, etc. Bien sûr, j'écoutais les radios, j'écoutais les musiques, je côtoyais des gens qui étaient passionnés de musique aussi. Et donc, ça a mis 2 ou 3 ans avant que je ne me remette pleinement dans le processus de dire, OK, je suis sur la route pour faire un disque. Mais encore là, j'ai croisé le Dreamcatcher. Le Dreamcatcher, c'est Bruno Faderne. Exactement. C'est un multi-instrumentiste. Ok. Extrêmement doué, qui avait beaucoup d'expérience. Moi, j'étais dans la vingtaine, lui, il était dans la quarantaine. Donc, c'était un aîné. Un aîné, ok. Qui m'a beaucoup appris. Et avec lui, on a stocké une vingtaine de morceaux comme ça. Et c'est dans tout ce cheminement, en fait, que j'ai dû trier jusqu'à en arriver à faire la première version de l'album L'artiste. Mhm. Et encore sur ce disque, vu toutes les influences que j'avais, je ne voulais pas uniquement me focaliser sur le rap. Je voulais que ce soit ouvert, qu'il y ait des instruments, qu'il y ait... Voilà. Et en revenant au Bénin en 2002, parce que j'ai sorti cette première version en France, j'ai revu les gens avec qui 6 ans plus tôt, j'étais dans le rap. Radama Z, RDS, tout ça. Donc, ça a encore ravivé une autre énergie. Donc, je me suis dit non, je ne vais pas venir faire avec un disque fait là-bas et dire que je le sors ici. Non, je dois l'adapter. Et c'est comme ça que j'ai fait des titres comme Meni Meni. Meni Meni avec Folo Gozo et Radama Z. Voilà. Et d'autres titres comme Ma Mission avec Sergent Marcus, comme Show Business avec Rabislo. Tout ça vient du fait que j'ai voulu adapter toutes les influences que j'avais reçues là-bas, les adapter au terrain et aux acteurs qui sont sur le terrain. Et c'est donc comme ça que ce premier album-là a mis 6 ans pour émerger. Ok, d'accord, je vois la raison. Et quelle a été la réaction du public à l'époque? La chance que j'ai eue, c'est d'être entré à Golf. Et en tant que journaliste animateur, j'étais un peu dans le milieu de ce qui se passait à Golf FM à l'époque. Et encore là, tu es artiste, tu es à Golf, mais tu te retiens de jouer tes propres chansons.
n'est-ce pas? Non. Pour ne pas qu'on dise que tu fais de l'autopromotion. Voilà, que tu te retiens. Mais fatalement, tu finis par le faire un jour ou l'autre. Et bon, bref. Et la chance que j'avais donc, c'était d'être à Golfe et donc de côtoyer, Les Grégor. voilà, de côtoyer un certain milieu, une certaine population de gens qui ont permis à ce disque d'avoir de l'écho. Et ce disque n'aurait pas pu voir le jour tel quel sans des gens comme Abdoulaye, comme Anderson Nimassou. C'est ceux qui ont fondé LS Music pour pouvoir sortir ce disque un peu dans les faits, ici au Bénin. Et donc, je peux dire, l'écho a été bon. C'est ce qui m'a permis. Bon, il y a des titres qui étaient joués au Burkina, au Ghana, tout ça, ça bougeait, ça tournait. Donc, je peux dire oui, il a été bien reçu. Il a permis surtout de dynamiser le milieu rap que j'étais venu trouver. Et est-ce qu'à l'époque, on était déjà au format SCD? Oui. OK. Et d'ailleurs, j'ai été un peu choqué. Quand je suis arrivé, je vois, quand on parle d'industrie, de business, là, je voyais les gens vendaient des disques à 5 000, des disques à 10 000. Je dis, mais même en France, je n'achète pas ça à ce prix. On ne peut pas être au Bénin, coller au Nigeria et vendre des disques à 5 000. C'est impossible. Il suffit que le gars parte là-bas et qu'il revient, il va te vendre le même disque à 600. Et donc, ce premier album, je suis allé moi-même à l'usine au Nigeria pour le commander au pressage et ramener les CD ici. Et tu as fabriqué environ combien de CD? On en a fait 1000 au départ. Et tu en as tout vendu? C'est-à-dire au moins 200 ou 300 partent dans... Tu vois, dans la promotion. Voilà, il faut installer le truc. Donc, à des animateurs, à des personnes influentes, à des amis, à des parents, à des gens qui t'ont aidé, etc., etc. Et après, le reste, moi, je ne m'occupais pas de vente. Et c'était qui? C'était LS Music. LS Music. Et est-ce qu'après, tu as eu quand même des données, c'est-à-dire par rapport aux ventes, des stats? Non, c'est-à-dire... Moi, l'argent que j'ai pu recevoir de la musique, de ce disque, il est venu par beaucoup de chemins différents. Il y a eu les concerts, il y a eu des invitations, il y a eu des partenaires, des gens qui trouvent simplement « Ah, tu fais du bon boulot et tout ça », et qui t'invitent, etc., etc. Donc, c'est par ces canaux que j'ai eu... Et c'est évalué environ combien, globalement? Non, pour honnêtement, dire quand même qu'il y a de l'argent dans la musique, n'est-ce pas? 50 millions? Évidemment qu'il y a de l'argent dans la... Non, pas 50 millions. Pas aussi. Non, pas du tout. Non, des millions. Des millions. Des millions? Oui, des millions. À l'époque? Mais oui. Fantastique. Mais pour faire le disque lui-même, il a fallu combien? Il a fallu des millions aussi. Et environ combien? Environ 3. 3. Parce qu'on couvrait... En fait, notre propre boulot, on ne se payait pas. Donc, si je devais me payer, peut-être que le chiffre aurait monté pour sortir ce disque à beaucoup plus. Je suis d'accord. Mais donc, ce qu'on a dû débourser nous-mêmes pour aller au bout du processus, autour de 3,5. Mais après, des rentrées sont venues, voilà. Le lancement du disque s'est fait avec Jonas Pedro. Ah bon? Oui. Magnifique. Au CIC. Et donc... Au CIC. Wow. Oui. Et ça, c'était en 2002. Oui. Bon, avant de venir même à Jonas Pedro, d'accord? Donc, le projet a été rentable, c'est-à-dire d'un point de vue global. Oui, je ne veux pas dire le contraire. Si tu veux parler de s'asseoir et faire les comptes bien sûr, point par point. Oui. Le chiffre d'affaires, tu vois, les bénéfices, tout ça. C'est-à-dire, on n'a pas été perdant. Super. Mais puisque le but n'était pas automatiquement de s'enrichir à ce moment, non, c'était un processus. C'est un premier disque qu'on fait sur un terrain béninois où on a dû... Il y a beaucoup d'aspects qui n'étaient pas... C'est pas à nous d'aller presser des disques parce que des gens nous facturaient comment on dit, la duplication des CD à des tarifs. Tu te dis, mais
C'est impossible. Je ne peux pas être au Bénin avec le Nigeria à côté, vous allez me tarifer ça. J'ai pris moi-même la route pour aller le faire. Donc, si on doit s'asseoir pour faire ces chiffres-là, on va rentrer dans des détails de commerçants. Ce n'était pas mon objectif principal. C'était de savoir comment on imprime des disques, comment on fait des pochettes, comment on fait pour se retrouver dans les radios à être joué, comment on fait pour avoir des salles et programmer des concerts. Comment. C'était ça le procédé. Pour ensuite sortir un deuxième, un troisième, c'était ça le projet. Donc l'objectif de départ, je crois que ça serait avoir une vision limitée que de se dire je sors un premier disque et vouloir s'enrichir dessus. Non, c'est de découvrir d'abord toute la machine. Et une fois que tu l'as découvert, bon, maintenant tu vas commencer à rentabiliser. Ok, on en viendra. Mais raconte-nous une anecdote par rapport à Yonas Pedro, peut-être lors de ce, lancement, parce que c'est un artiste que moi j'affectionne particulièrement. Il est très fort, tu sais. Yonas Pedro, c'est comme tous les gens de cette trempe-là, comme les Gégé Viquet, comme les Torons que j'ai côtoyés, c'est des gens mystiques. Mystérieux. Tu sais, en fait, il faut que tu nous parles de Yonas Pedro, de Toron Stan, et si tu as également d'autres artistes de cette trempe-là, mais vas-y. Yonas Pedro, oui. Le gars, tu sens ce que je disais de l'artiste, quoi. C'est-à-dire, le gars, c'est colossal. Donc, on passe une journée avec lui, on mange, on boit, on discute, il t'explique sa trajectoire, ses concerts les plus extraordinaires qu'il a fait dans sa carrière, tout ça. Comment il bossait sa musique à Begamela. Et c'est ce que moi j'ai engrangé de lui. Hein. C'est de voir de près l'animal. Parce qu'on voit, oui. Parce qu'on les voit de loin. Et moi, en tant qu'artiste, je connais certaines mécaniques intérieures de ce que c'est de produire de la musique. Mais maintenant, voir quelqu'un qui y est avant ta naissance et qui a produit ces chefs-d'œuvre-là, être proche de ça et regarder de près ce qui se passe, ce que c'est que la chose, pour moi, c'est un trésor inestimable. J'aimerais que tu y ailles plus en profondeur. Non. On veut savoir pas, oui. Voilà. Pour faire le lancement, comment on devait l'amener, il y avait une forêt de choses à gérer, bien sûr, administratives, financiers, pas ça. On a dû aller au ministère. Bon, nous, pour faire les choses bien, on s'est dit, au moins, on va trouver 1 million qu'on va remettre à Yonas Pedro. Comme ça, il sera à l'aise, quoi. Il sera content et voilà, son cœur sera en paix pour nous accompagner pour ce lancement. Et donc, il a fallu jongler pour accomplir cette chose-là. Okay. Et donc, non, avec lui, moi, je ne sais pas ce que je vais raconter d'autre. Il y a eu beaucoup de choses. Les musiciens, les répétitions, tout ça. Ouf, ce dont on parle, ça a 23 ans, ça. Donc, c'était une grosse aventure. Mais j'ai appris beaucoup de choses de lui. Beaucoup de choses. Rien que de le voir faire. Rien que d'être à côté. Là. Ok, d'accord. Et Toron Stan? Toron, c'est un phénomène. On a fumé. On a fumé. Oui. Fumé quoi? De la bœuf. On a fumé. On a discuté. Et c'est un phénomène. Et c'est pourquoi je te dis, c'est malhonnête de demander à des gens de cette trempe d'être normaux. C'est impossible. Ils ne peuvent pas être normaux. Ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils font n'est pas normal. Ce qu'ils doivent payer pour aller là où ils vont, pour ramener ce qu'ils nous ramènent, c'est trop. Donc, on ne peut pas. Et Toron, il est très drôle. Il est très drôle. Ah ouais? Mais c'était aussi un chef-camp. Hein. Ah ouais, c'était un chef ghetto, un chef-camp. Ah ouais.
J'aime bien ton côté direct, en fait. Non, Bon, c'est pas un plaisantin. déjà, en fait, j'ai deux points, en fait, à aborder. Le premier, c'est ta facilité à parler de bœuf. Disons, tu t'en fous, en fait. Mais en 2002, quand moi je parlais de bœuf, on prenait ça pour quelque chose d'extraordinaire. Et pareil pour les dreadlocks. Je n'en ai jamais eu, mais à cette époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, c'est une banalité. En 2002, la bœuf, moi, je revenais de France, c'est les collégiens qui fument la bœuf. Moi, je dîne avec des professeurs d'université, des pilotes, des grands. Ils fument. Ils fument. Il ne faut pas halluciner. C'est-à-dire, les gens qui ont pris le bateau pour venir vous conquérir ici, ils ne buvaient pas que de l'eau. Ce n'est pas en buvant de l'eau seulement qu'on arrive à déclencher de telles choses. Donc, il y a des outils, des instruments, des choses qui existent. L'alcool, on ne connaissait pas l'alcool ici. On connaissait l'alcool fermenté, donc du 3%, 5 maximum. Ceux qui nous ont amené l'alcool, c'est ceux qui sont descendus des bateaux. Et c'est cet alcool qui tenait leur cœur et leur sang et leur esprit pour affronter cette mer et venir découvrir des territoires qu'ils ne connaissaient pas. Donc, ces substances et ces produits-là, faut pas halluciner. C'est des choses qui sont des banalités. C'est nous qui subissons les crispations d'une éducation francophone, ou je sais pas comment dire ça, qui prenons ça pour quelque chose de... Non, hein. Pourquoi l'alcool est socialisé et normal et la bœuf a longtemps... Aujourd'hui, celui qui pense que la bœuf est quelque chose de particulier, c'est lui qui vit dans un autre monde. Hein. Regarde autour de toi. Attends. Ce qui m'a paru même bizarre, c'est que la bœuf est légalisée au Canada. C'est-à-dire, je pense à Amsterdam, parce que depuis le départ, le problème était quoi? C'était quoi le problème? Voilà. L'alcool est une industrie. Si la bœuf devient courante, les gens consommeront moins d'alcool. C'est pourquoi il a fallu combattre l'herbe. Je t'explique quelque chose que je tiens de source sûre. Il a fallu combattre parce que c'est économique. Aujourd'hui, la Sobebra fait des milliards. Quand tu reçois des invités, tu sors l'alcool. Même nos morts, on les honore en versant de l'alcool. Oui. Mais cet alcool-là vient d'où? C'est d'une culture. On a appris ça quelque part. Donc, maïs, tout ça. Non, je parle culturellement. Les Occidentaux, Ok, super, ok. Ils pratiquaient l'alcool En France, les gens boivent énormément. Énormément. Donc, c'est leur culture. Le vin, c'est... Avant, même les enfants buvaient du vin à table. Donc, c'est de ça que vient tout ça. Donc, on a diabolisé la bœuf et par contre, on a rendu noble ou socialisé l'alcool. Mais ne penses-tu pas que la bœuf a tellement d'effets néfastes également sur la santé? Et l'alcool? Ben, je dirais plus que l'alcool, ou bien? Ah non, c'est parce qu'on a socialisé l'alcool qu'on accepte ses effets. Entre la bœuf et l'alcool. Je te parle, c'est une question culturelle. C'est parce que nous avons socialisé l'alcool que nous considérons ses effets comme acceptables. C'est tout. Ce n'est rien de plus que ça. Alors que la bœuf, ceux qui la pratiquent depuis longtemps, pour eux, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ok. Je prends un cas banal. Tu vois ton fils, d'accord, de peut-être 20 ans, qui fume la bœuf. Et tu diras quoi? Si c'est le fils si c'est le fils que je pense, il fumera bien avant ça. Et non, ces hypocrisies-là, c'est bon pour les gens qui n'ont pas beaucoup fouillé. Ceux qui ont fouillé savent que c'est des banalités. C'est-à-dire, le conflit ou Non. Aujourd'hui, l'alcool, c'est dangereux. Bien sûr. Mais pourquoi on trouve ça normal? Parce qu'on a socialisé la chose. Parce qu'il y a une raison économique et ceux qui tiennent cette raison économique
ont trouvé toutes les manières de nous faire penser que c'est bien, que c'est normal. Mais par contre, ils ont combattu rigoureusement la bœuf. C'est parce qu'ils l'ont combattu que nous avons fini par penser que c'est mauvais. Mais non. Aujourd'hui, alors ceux qui le légalisent et qu'on l'achète même en pharmacie aux États-Unis, ils sont fous? Non, ils ne sont pas fous. C'est juste des gens qui étaient au courant depuis longtemps. Depuis longtemps. OK. On parlera du deuxième point. Stan Toro en tant que chef ghetto. Ouais. Est-ce que tu as une expérience particulière à nous raconter? Non, C'est la deuxième ou la troisième fois que j'entends ce truc. Je n'ai pas une expérience particulière. Non, mais dis-nous, dis-nous. D'abord, si tu as côtoyé Toron, c'est que tu as fumé avec lui. Si tu as côtoyé Toron sans fumer, c'est que tu ne l'as pas connu. Tu as connu un personnage, mais le vrai, il faut avoir fumé avec lui. Fumer au milieu de ses gars, au milieu de ses bras droits, ses lieutenants, ses chefs. Et c'est là que tu découvres, voilà le vrai personnage. Et non, la bœuf était un quotidien chez lui. Un quotidien. Et pour moi, on se bride, quoi. On se bride en... Penses-tu que, en fait, la bœuf a une, je dirais, importance dans la vie d'un artiste ou de quelqu'un qui pratique l'art? Ce sont des instruments. OK. Ce sont des outils. Et tout comme boire un café le matin a un effet, de la même manière, boire un verre d'alcool à un moment donné, dans une circonstance donnée, a un effet, mais la bœuf aussi a un effet. Et il y a des gens qui sont devenus fous à force de boire de l'alcool. Et des gens qui ont perdu l'équilibre mental à force de fumer de la bœuf. Des gens qui... Mais parce que toutes ces substances, ce n'est pas de l'eau. Mais ceux qui ont conquis le monde, qui ont conquis des mondes, ils ne buvaient pas que de l'eau. Parce qu'il faut du carburant. Il faut se déplacer d'un univers de confort vers de l'incertitude. Parce que l'art, c'est de l'insécurité, c'est de l'incertitude. C'est comme monter sur un bateau pour aller découvrir une terre. Tu ne sais pas ce qui va se passer en route. Tu ne sais pas si tu vas arriver là-bas. Tu ne sais pas ce que tu vas croiser, ce qui va se passer. Et tu ne sais pas si tu vas revenir. Donc, pour tenir mentalement, psychologiquement, les gens ont des outils. Et c'était de l'alcool sur les bateaux. C'est bien connu. C'est quand même pertinent ce que tu dis, hein, pour tenir mentalement ou psychologiquement. Dis-moi, que penses-tu d'un producteur qui refuse de produire un artiste, peut-être un talent en qui il croit, tout simplement parce qu'il fume de la bœuf ou parce qu'il est, je dirais, alcoolique? Il est libre de choisir avec qui il travaille ou pas. Il est lui. C'est lui son business, c'est lui sa vie. Il est libre. Il peut dire, mais je ne produis que des protestants ou je ne produis que des musulmans. Il est libre de choisir. Donc, s'il décide que c'est la bœuf, lui, son obstacle, il est libre. Ok, d'accord. Ben écoute, on va pas se focaliser uniquement sur ce sujet-là, mais franchement, ça m'a plu quand même, tu sais. Non, mais je crois il y a beaucoup de choses qu'il faut démystifier. Démystifier, justement. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de fausses choses qu'on laisse prendre corps dans l'esprit de nos gens. C'est faux. C'est-à-dire, l'herbe, la bœuf, la ganja, ce n'est pas synonyme d'être quelqu'un d'être un paria ou quoi. Non. En fait, c'est juste culturel. C'est de la culture. J'espère qu'on comprend bien le sens de ce que j'appelle culturel. Bien sûr. C'est culturel. Nous avons hérité d'une culture française. Et en France, la bœuf était diabolisée parce que la bœuf rentrait en concurrence avec l'alcool. L'alcool. Donc, ils ont choisi leur drogue du quotidien, c'est l'alcool. Mais regarde les Ghanéens, regarde les Nigérians, regarde les pays anglophones. Mais je t'assure. Tu vas voir qu'ils fument beaucoup plus facilement. Plus facilement. Parce que cette hypocrisie, ils l'ont laissée de côté
en héritant la culture dont ils ont hérité, la culture d'Angleterre. Eux, ils ne sont pas dans ce débat. Mais j'ai toujours, en fait, et cela m'a toujours gêné de voir ces grandes stars-là fumer de la bœuf en public, même dans leurs vidéos studio. Mais attends, Ça ne te choque pas de voir un ministre ou un prêtre boire de l'alcool entre eux? C'est parce que tu considères que l'alcool est très différent de la bœuf. C'est la même chose. Ce sont des Stimulant, en substances, fait. Ok, voilà. ok. Ce sont des substances Mhm. qui agissent sur notre esprit. Mais culturellement, on a accepté l'alcool parce que ceux qui vendent l'alcool, c'est une énorme industrie. Ceux qui vendent l'alcool ont tout fait pour rendre l'alcool normal. Normal. Très belle conclusion. Alors, il y a 13 ans qui séparent le lancement de ton premier album, d'accord, au second. Pourquoi ce choix? C'est pas un choix. C'est un fait, tout simplement. C'est pas un choix. Et pourquoi C'est- tu as, je dirais, attendu aussi longtemps? 13 ans, mais c'est énorme. Je pense Je que... dis, ce n'est pas un choix. Parce que premier album 2002-2003, je quitte la radio Golf FM. Mhm. J'ai envie de créer un creuset dans lequel je pourrais travailler la dimension artistique. Ok. Donc, je croise quelqu'un qui s'appelle Kelef et on fonde Académie N Dimension. Mhm. Et l'Académie N Dimension, c'était principalement un studio Ok. où les artistes venaient. Des artistes comme Calibre Volcanique. Oui, Mhm. mais il y a eu énormément de gens Comme- qui sont passés. Comme, on veut savoir. Énormément. Je sais pas. À Ils ont- cette époque-là, Ok. Toute la crème, en fait. oui. Et même des gens qui n'ont jamais émergé, dont on n'en a jamais entendu parler, bien sûr, mais ce n'étaient pas les moins bons, hein, Mhm. pour mille et une raisons. Donc, oui, il y a eu même Petit Miguelito, les titres ont commencé à être faits à l'Académie avec LF. Donc, il y a eu énormément de choses qui se sont produites là, Mhm. et ça a duré 2 ans environ. Après ça, j'ai eu une espèce de rejet de la chose artistique parce que je me disais, merde, je me pète les couilles à faire ce truc depuis un moment, je me pète les couilles, tout mon argent retourne là-dedans et je vois toujours pas la chose se constituer. Parce qu'il y avait des gaps, par exemple, des gens qui avaient des structures, qui produisaient des gens, mais qui, je voyais toujours pas la finalité ou comment collaborer avec eux, tout ça, tout ça. Et à un moment, je me suis dit, OK, je vais me trouver un boulot. Donc, je suis devenu prestataire pour Diamond Bank pour faire tout ce qui concerne leur communication. Ok. Donc, j'ai commencé le graphisme, ensuite j'ai fait les vidéos, les spots publicitaires, ce qui m'a permis d'aller à la maison mère Diamond Bank au Nigeria, à Lagos, voir leur processus, apprendre des choses là-bas et revenir ici pour faire... j'ai réalisé beaucoup de choses chez eux. Que ce soit les documents, les papiers, ce qui se passe dans leur, comme ce qui passe à la télé. J'ai fait beaucoup de tout ça. Ah ouais. Donc, au bout d'un moment, je suis allé à Kaju Communication pour faire du montage. Et Ah bon, là-bas aussi. Ah, ok. du montage, de l'animation vidéo. Après, j'ai été recruté à Adams Media. C'est une boîte... c'est un Nigérian qui l'a fondé, mais il vit au Ghana. Et là aussi, j'étais copywriter. Donc, Glomobile, tout ce qu'on lisait sur leurs panneaux, c'est nous qui les rédigions. Et le graphiste, bref, j'ai occupé tous ces postes-là parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre de me saigner juste pour de la musique. Mhm. Mais on ne peut pas fuir. Donc, tôt ou tard, tu y reviens et puis Ok. tu te dis, merde, il faut que je refasse de la musique, merde, il faut que... Et même ceux que tu croises, et qui t'ont connu avec ton premier album, qui t'ont connu avec Académie, qui t'ont connu, ils disent, ouais, mais et la suite, et comment, bon. Et puis tu te dis, ben, ils ont raison, c'est évident, il faut le faire. Donc, progressivement, tu en viens à dire, bon, ok, je remets la machine en route, mais ça ne suffit pas.
Tu mets la machine en route, ça prend peut-être 2 années pour finir un album. Oui. Ok. Et donc, c'est pour ça principalement. Parce que n'ayant plus LS Music comme structure derrière, il y avait trop de questions à gérer par moi-même. Et donc, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ok, d'accord. Alors, en parlant de l'album Aisha 002, Awa Bilele, c'est ça? Oui. Et ça veut dire quoi, Ce Awa titre, Bilele? ce titre me fait penser à Willy Mignon. Ah bon? Oui, c'est lui qui l'a réalisé. Parce que moi, dans ce que je fais, j'ai toujours ce besoin de collaborer Ok. avec des artistes qui peuvent enrichir l'univers. Donc, ce titre, Awabilele, en fait, c'est un Nigérian, un Igbo, qui fréquentait l'académie à l'époque, qui, une nuit, certaines choses sortent de la nuit, une nuit, on faisait un bœuf, c'est-à-dire on improvisait sans direction globale. Et donc, on était tombé sur un titre qui s'appelait Awabilele. Ça sortait de son langage Igbo, c'était mélangé avec ce qui se passait à l'instant, donc c'est devenu quelque chose, ça s'est construit comme ça. Et on a créé un truc qui s'appelait Awabilele. Et si tu me demandes ce que ça signifie, je ne sais pas. Mais c'est venu comme ça. Et donc, ce truc, c'est ça que j'ai traîné jusqu'à aller chez Willy Mignon pour lui dire. Il y avait même Acido qui avait fait le refrain avec moi. Et donc, c'est comme ça que ce titre-là est né. Et Donc, je l'ai fait avec Willy Mignon, paix à son âme, qui a apporté exactement ce que je voulais. Une touche que moi, je ne possédais pas. Ok, super, super. Et je dirais, parmi tes titres du moins, lequel te ressemble le plus aujourd'hui? Ça, c'est la question à $1 million. Il y a un titre qui s'appelle L'artiste. L'artiste, ça, je ne l'ai pas écouté. C'est l'introduction. Ok. Ce qui donne le nom au 001. Mine de rien, il y a beaucoup de choses là-dedans. Même s'il y a des titres que j'aime beaucoup, comme Fidélité au Mike, j'aime franchement, oui, ça c'est un Quintessentiel, j'aime personnellement. Ouais, Betwile, CH. Mais quel titre? Franchement, je ne sais pas. Tu sais pas, ok, disons, tu as l'embarras du choix. On peut dire ça. Ok, d'accord, je vois. As-tu déjà... Moi, je ne me considère pas comme un personnage monolithique. Hein. Non, bien sûr, je sais. J'ai toujours tendance à être curieux de plusieurs univers. Et la question que je voulais même poser disons, à un rapport, d'accord, avec ce que tu viens de dire, est-ce que tu as déjà envisagé une fusion entre rap et musique traditionnelle béninoise dans un de tes projets? Honnêtement, c'est une évidence, non? Bien Tu sûr. es béninois, tu as connu de la musique traditionnelle au Bénin. Évidemment, un jour ou l'autre, il va te venir à l'esprit de fusionner ces deux univers. Oui, et j'ai tenté des choses. Sur le 001 déjà, j'avais tenté des choses. Mais je ne crois pas que j'ai vraiment abouti. Ok. Mais donc, c'est un travail en cours. D'un jour à l'autre, ça va se faire, quoi. Oui. Ok. Et est-ce qu'actuellement, tu travailles sur un projet, sur un nouveau projet musical? Oui. Mais on veut savoir. Fatalement. On veut avoir l'exclusivité ici sur Vibe. Non, fatalement. Okay. Et vu que je me remets en fait à pratiquer de la musique de façon assidue, vu qu'il y a eu un peu d'éloignement, oui. J'ai recommencé en collaborant avec des gens de Dolly Music, tu connais? Dolly Music. Steven. Donc, avec eux, on rumine en fait un EP qu'on va sortir dans quelques mois. Ok. Avant la fin de l'année ou courant début 2026?
probablement en fin d'année 2025. Fin Ah, d'année ou début. ok. Donc, un EP, quelques titres, juste pour se réchauffer, se remettre en mouvement. Mhm. Et après ça, on verra bien. Les hostilités. Ok, d'accord. Et si tu devrais décrire ton style en 3 mots? Orthodoxe, ouvert, centré. Orthodoxe, ouvert, centré. Tu as d'autres mots à ajouter? Peut-être cinq. Probablement, il y en Ok, aura beaucoup. Mais c'est déjà ça. ok. Le sens, c'est important. Le sens. Moi, j'ai envie de faire des choses qui fassent grandir des gens loin de moi et dans longtemps. C'est fort. Mm. Et dans longtemps. Sur le long terme, quoi. Oui. Super cool. Alors, après, disons, une fois arrivé au Bénin, tu as été journaliste, d'accord, à Golf FM. Ça tombe bien, pourquoi? Parce qu'on va parler du rôle des médias. Tu sais, euh, penses-tu que les médias béninois jouent vraiment leur rôle dans la promotion du hip-hop ou de la musique ou ils se contentent juste de suivre la tendance quand un artiste pèse déjà? En fait, c'est un débat plus global. Bon, d'abord, pour commencer, il y a une mauvaise perception que nous avons généralement des stars. Laquelle? Les stars sont une invention. C'est-à-dire, le phénomène des stars, c'est une invention de certaines gens du monde des médias et de la production musicale en Occident. Au Bénin, ici, les médias, tant qu'il n'y a pas une industrie, d'abord, les journalistes eux-mêmes, pour avoir côtoyé un peu ce milieu, les gens ne sont pas bien payés. Est-ce qu'ils sont bien formés? Je ne sais pas. Ils sont formés généralement sur le tas, dans la précipitation. Je parle de ce que j'ai connu, de 2002 à 2005 environ, ce que j'ai vu pour avoir été plongé dans le milieu. Il y a un gros problème, en fait, dans pourquoi ils font ce job, comment ils le font, avec quelles compétences ils le font. En superposant tout ça, je ne crois pas qu'on peut s'attendre à ce que ce qu'ils font soit optimal. Ça ne marche pas. Les gens ne sont pas bien payés, donc quand ils viennent, c'est pour trouver de quoi manger. Et ils ne sont préoccupés que par ça, pas par vraiment la profondeur et la qualité de ce qu'ils font. Mais à la fin de la journée, il ne faut pas se demander si... Non, on peut rien attendre d'eux. Ils font ce qu'ils peuvent, point. Mais comment ils participent à la promotion de la musique? Ce sont les promoteurs même des médias qui auraient pu imprimer une certaine orientation aux choses. Mhm, mhm, mhm. Mais bon, eux ou alors les gens qui tiennent vraiment, parce que celui qui a fondé la radio n'est pas obligé d'être celui qui pilote ou possède l'esprit de la radio, non. Lui, il a l'argent, l'intention, l'idée et tout ça. Mais après, il faut des gens du métier qui soient là pour conduire les choses. Ça aurait pu être eux aussi qui vont faire avancer les choses. Mais pour ce que j'ai vu, honnêtement, tout se passait par per diem, par donner de l'argent pour qu'on te joue, après par on connaît tel, on connaît tel. C'est-à-dire, fatalement, si tu n'es pas au Bénin, tu as plus de chances, si tu n'étais pas au Bénin, tu avais plus de chances d'être joué que si tu étais au Bénin. Parce qu'il y a
il arrivait un moment où je constatais des espèces de guerres d'ego entre des animateurs connus et des artistes. Mais c'est une aberration phénoménale. Bon, si c'est ça, alors chante. C'est mieux. Tu ne peux pas discuter la lumière avec celui qui fait le job et ensuite tu parles de ce job-là pour te faire de la lumière à toi. Non, ça va pas. C'est comme j'ai constaté des situations où des managers voulaient être plus vus que l'artiste. Ça n'a pas de sens, ça. Ça veut dire que tu t'es trompé de chemin, tu t'es trompé de métier. C'est pas ça le truc. Mais donc, globalement, c'était un terrain où il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à parfaire. Donc, les gens ont fait avec ce qu'ils avaient, avec leurs limites, avec leurs dons, avec leur lumière. Et ça a donné ce que c'est. Maintenant, il faut faire évoluer tout ça. Moi, c'est le problème de la transmission qui fait que les jeunes reprennent encore le chemin en commettant les mêmes erreurs. C'est ça qui me fait chier. Ce plan de la transmission. Et pour faire améliorer les choses, si tu devais créer un média 100%, non, je dirais, bon, ok, 100% hip-hop, d'accord? Quel serait son concept et sa mission principale? Déjà aujourd'hui, pour moi, le hip-hop, c'est tout. Autant au début, le rap, le hip-hop, c'était quelque chose d'à part, où il fallait tout découvrir. Par exemple, ce que je racontais, moi, en disant que quand j'allais chez Oscar Kidjo pour faire mes premiers beats, en 95, il n'y avait rien. Il fallait tout inventer. Les procédures, les mécaniques, les façons de faire, ils ne les connaissaient pas. Il fallait tout faire du début. Mais Supreme NTM, le groupe français, il raconte exactement la même chose. C'est-à-dire, dans les premiers studios où ils sont allés en France pour faire le premier titre, c'était exactement le même schéma. Ben, on est passé de ça à aujourd'hui où 80% de la musique, c'est du rap. Quand je dis aujourd'hui que, pour moi, aujourd'hui, le rap, c'est la musique, c'est le rap, on en est là, en fait. C'est-à-dire, si tu regardes ce qui se joue, s'écoute, se vit comme musique, tout ça, c'est du rap. L'afrobeat, par exemple? Mais ceux qui ont fondé l'afrobeat, c'est des anciens rappeurs. Willie Mignon était rappeur. Les gens, c'est des rappeurs. C'est des gens qui viennent du rap, du hip-hop, qui ont fondé tout ça. Et quand on le sait, c'est une évidence. Quand on le sait, c'est simple. On se dit, mais évidemment. Donc, si je devais fonder un média, ce serait simplement un média qui s'occupe bien de la musique, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, rap, c'est tout. Il n'y a plus, d'ailleurs même, allume Skyrock 24 heures et écoute ce qui passe. Il y a des morceaux, tu te dis, donc ça aussi c'est du rap, mais non, ok. En fait, c'est tout. C'est tout. Le rap est devenu tout. Alors qu'au début, il n'y avait rien, il fallait tout inventer. Aujourd'hui, en fait, tout est ressorti du rap. Les techniciens, c'est des rappeurs. Les beatmakers, c'est des rappeurs. Les gars qui font même tout ceux-là, même les chanteurs, c'était en fait des gars qui venaient du rap. Donc, à l'arrivée, si tu me parles de créer un média, c'est juste un média qui s'occupe bien de musique, qui traite bien les musiciens et qui leur donne les moyens d'impacter. Qui traite bien les musiciens. Parce que, non, on sous-estime aussi, les artistes sont souvent un cheval de Troie par lequel on infiltre la conscience des peuples. Bien évidemment. Et donc, si on ne prend pas soin de ceux-là, en fait, on se met en danger. Parce que eux, ils vont aller là où on les traite bien, et ceux qui les traitent bien ont une intention derrière la tête. Et donc, c'est leur intention qui va aboutir.
Et donc, si je devais créer un média, pour finir, Pour finir. c'est un média qui s'occupe bien de la musique et des artistes qui la produisent. J'aime bien, j'aime bien. Et en parlant d'initiatives locales, d'accord? Exemple, le Dalash Hip Hop, le FINAB, le Festival international des arts du Bénin et, et du Wiloveya. Que penses-tu d'initiatives, c'est-à-dire de ce genre d'initiatives? Est-ce qu'elles changent réellement la donne pour les artistes underground ou pour tous ceux qui exercent dans l'art? Mais est-ce qu'il y a encore des artistes underground? Bien évidemment. Ah bon? Bien évidemment. Bon. Toutes ces initiatives-là, c'est ce qui est normal. Ok. C'est-à-dire un pays où rien ne se passe, c'est dangereux. Il doit se passer des choses. Tous les mois, toutes les semaines, tous les 3 mois, tous les 6 mois, toutes les années, il doit y avoir des événements qui marquent comme les cycles de la vie. Donc, c'est normal que, d'ailleurs, même dans tous les départements, qu'il se passe des choses, dans toutes les communes même, qu'il se passe des choses, parce que c'est comme ça que ça vit. C'est comme ça que les musiciens vont travailler, qui vont émerger. C'est comme ça que les chanteurs vont émerger. C'est comme ça que ceux qui écrivent des textes vont émerger. C'est comme ça que les gens qui se sentent la fibre de créer des événements vont émerger. C'est comme ça que ceux qui se sentent la fibre de s'occuper d'artistes vont émerger. C'est comme ça que ceux qui se sentent la fibre de faire des vidéos, du contenu et tout ça vont émerger. C'est parce qu'il se passe des choses que toutes ces gens-là vont émerger et se développer. Mais s'il n'y a rien, qu'il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour qu'il se passe quelque chose, c'est que ça ne va pas. Donc, il y a Wiloveya et évidemment, il faut être fou pour ne pas être content du fait que quelqu'un ait ce pouvoir-là dans ce pays pour faire quelque chose de cette envergure. Donc, bravo. Mais il faut qu'il se passe des choses toutes les semaines, tous les mois. Des gens vivants, il doit se passer des choses. Même ton corps, il se passe des choses tout le temps. Donc, un pays qui vit, une communauté qui vit, une jeunesse qui vit, une nation qui vit, il doit se passer des choses. Mais ne penses-tu pas que l'éducation a aussi, je dirais, constitué également un frein, c'est-à-dire à l'essor de la culture? Pourquoi? Parce qu'on se dit, ben écoute, souvent les parents, ben, en semaine déjà, c'est que les cahiers, tu vois. Et le week-end, tu dois faire les études. Énormément. Tu vois? Et c'est souvent pendant les vacances que nous avons accès au spectacle, tu vois, énormément. à la distraction. C'est un gros frein. C'est un héritage, encore une fois, Oui. de la vision francophone, en fait. Même dans le sport, même dans le football, c'est évident. Faire de la musique n'a rien d'opposé aux études. Non. C'est normal que les parents soient préoccupés. OK. Mais quand on regarde bien, si la personne, pour devenir un bon footballeur, est obligée de laisser de côté les études, c'est qu'il y a un problème. Si la personne qui est concentrée sur ses études est obligée d'abandonner le sport, c'est qu'il y a un problème. Tout ça participe à faire des gens équilibrés et épanouis. Équilibrés et épanouis. Mais pourquoi dit-on en fait, on ne fait pas 2 choses à la fois? Non, c'est une façon de parler. Et quand on a fini de dire les choses, il reste encore à dire. Il faut expliquer. Oui. 2 choses à la fois, faire du sport et les études, ça n'a rien d'opposé. Faire de la musique et des études, ça n'a rien d'opposé. Faire de la mode et l'école, ça n'a rien d'opposé. C'est notre culture, en fait. On a été bridé à beaucoup de niveaux et on a aussi intégré des fausses visions. C'est-à-dire, on s'est persuadé de choses qui ne tiennent pas la route. C'est-à-dire, pour devenir, comment on dit, fonctionnaire,
Donc, tu étudies, toi, ton but dans la vie, c'est de devenir un fonctionnaire. Mais c'est une hallucination. Nombreux ne sont pas d'accord avec toi. Hein. Non, non. Le gars a envie d'être en veste. Ah ben, pouvoir prendre une pause à midi, rentrer à 17h. Est-ce que tout ça, c'est pas des fausses visions? Le gars a envie d'être le... Tu sais, souvent, on parle de Choco du quartier, tu vois. Dans sa bagnole. Dans un pays, voilà, dans un pays ou une communauté où l'énergie circule, où la vie se passe, tout ça, c'est des fausses visions. C'est-à-dire, le cœur bat, le cœur de la société bat, le cœur du pays bat, donc il doit se passer des choses. Point. Et donc, on doit voir des individus libres qui entreprennent, qui font les choses, qui s'extériorisent, qui savent que demain c'est loin, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, ce que j'ai à faire, je le fais. Si c'est organiser un match de quartier, je l'organise. Si c'est faire un défilé de mode, je le fais. Si c'est un concours d'écriture, si c'est faire des jeunes qui vont lire des livres et les résumer, et on va voir que il faut qu'il se passe des choses. C'est là qu'on voit qu'un peuple vit. Donc, mais quand on a été bridé, le mot est très important. Nous sommes un peu bridés alors. Hein? Oui. C'est comme son chien à la maison. On est obligé de le brider. Ouais. Donc, à un moment, il ne sait même plus qui peut te mordre. Et c'est ça, la psychologie des Africains en général et des Africains francophones en particulier. Ils ne savent plus quelles sont leurs réelles capacités et quelle est leur réelle nature. Parce qu'ils ont été bridés. Mais tu sais, nous jeunes en veste ne sont pas d'accord avec toi. Eux, ils veulent voir l'Afrique. Non, le but n'est pas d'être d'accord avec tout le monde. Non, justement, c'est ça, justement. Et d'ailleurs, moi, j'ai un projet, j'ai un tonton là qui a passé pratiquement 30 ans dans l'administration, toujours en veste et tout, et qui a occupé les plus grands postes, hein, et qui me dit, fils, tu sais, si c'était à refaire, je ne le ferai jamais. Je préfère être entrepreneur, je préfère être libre. Tu vois? C'est comment on dit? C'est l'histoire du gars qui parlait d'alcool, mais qui n'avait jamais bu. C'est paradoxal, non? Il faut avoir bu. N'est-ce pas? Lui, il a bu. Donc maintenant, il peut parler d'alcool. Il a fait ce cheminement-là. Donc maintenant, il peut te dire à toi, si c'était à refaire, je ne ferais jamais ça. Et c'est ça le problème de la transmission dont je te parlais. Il y a dans beaucoup de secteurs et à beaucoup de niveaux, il y a des gens qui font des retours d'expérience comme ça et qui te disent « Ah, écoute, non, hein, ça c'était une vision fausse, ça c'est ceci, ça c'est cela. » Mais c'est de cette manière qu'on grandit, que les expériences de ceux qui nous ont devancés ne sont pas perdues. Ils arrivent à les communiquer. Donc, nous aussi, nos expériences, qu'on puisse les transmettre. Et la question de la transmission, il y a une malédiction à briser, à rompre à ce niveau-là. Et que les générations ne reviennent pas toujours dans les mêmes cycles, à tourner en boucle. Non, il faut sortir de là. Et figure-toi, il a occupé les plus grands postes, comme je le disais. Et tu sais, même au quartier, je me rappelle, quand on traînait, tu vois, souvent aux heures du boulot, par exemple, à 9h, 10h, on te voit au quartier, on te demande souvent, mais à my feeling, tonton, my feeling. En fait, on a été vraiment éduqués au point de 7-8 heures jusqu'à midi, il faut être au boulot. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans ce schéma-là, tu as raté ta vie. Exactement. Tu vois. Et ceux qui ont bougé un peu et qui ont vu d'autres choses, rapidement, ils guérissent de cette maladie. Et surtout, le pire, c'est quand tu es à la maison, en vrai, le pire, c'est que pour nos parents, quand tu es à la maison, c'est que tu perds ton temps. Tu ne fous rien de ta vie. Or, tu peux rester dans ta chambre et te faire énormément d'argent sans aller du mauvais côté. N'est-ce pas? J'ai entreaperçu des rédacteurs web qui gagnaient très très bien leur vie et qu'on ne voyait nulle part. Et ils ne sortaient pas. On ne les voyait pas. Ils étaient tout le temps chez eux. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est des gaimans? Ah, surtout ça. Mais non. Surtout ça. C'est pas des gaimans. Ils font des boulots nouveaux qui existent. Ah non, mais et pour nos tontons et tatas du quartier, il faut être
dans le schéma 7 à 12, 15 à 17. Hein. Non, mais super. Et dis-moi, si tu devais créer ton propre festival, vu déjà ton parcours et ton bagage, tout ça, quelle serait sa vision et sa différence par rapport à ce qui existe actuellement? Euh, Est-ce que ça serait forcément différent? C'est toujours la vie et l'art. Mais qu'est-ce que la transmission serait un point central? L'expression artistique Mhm, comme centre de gravité, mhm, ça serait important. C'est-à-dire les musiciens, les percussionnistes, et puis des ateliers mhm. Sur tout ça. au sein desquels les gens voient. Parce qu'une chose est d'apprendre à être DJ et une autre est de connaître ce que ça signifie les week-ends et les journées que ça représente dans la réalité. Donc, de voir les gens faire les choses. Mhm, Par exemple, tu demandes aux gens c'est quoi un banquier, ils ont une idée. mhm. Mais il faut côtoyer vraiment les banquiers pour Le savoir banquier. ce que c'est. Donc, Mhm. dans des festivals, c'est le lieu où le public, bien sûr, peut s'amuser, mais les professionnels aussi doivent apprendre, partager, échanger. Échanger. Les professionnels, Oui. à tous les niveaux, hein. Les professionnels du business, les professionnels de la technique, de la musique, les professionnels de la mystique même de l'art, tout ça. Non, parce que Ok. l'art, c'est de la mystique. C'est de l'insécurité, c'est de la fragilité, mais c'est très précisément là-dedans que se situe la magie. Tellement fort. Mm. Tellement fort. Alors, tu n'es pas que dans la musique, tu interviens beaucoup également dans le social, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Bon, déjà pour toi, c'est quoi le social? justement, c'est pourquoi je voulais que tu précises Non, mais ton je te laisse. entendement à toi. Non, non, je préfère voir Non, d'abord ton. moi, le social, par exemple, Oui. c'était d'avoir Académie N Dimension, de recevoir des artistes qui n'ont pas d'argent pour payer le studio, Mhm, des artistes qui viennent par exemple de Porto-Novo et qui n'ont pas où dormir et qui euh, ont, tu sens qu'il y a de l'art en eux mhm. et qui, voilà, s'occuper des gens comme ça, par exemple, pour moi, c'est du social. Et en retour, comment as-tu fait pour pouvoir rentabiliser? Ah, justement, quand on fait du social, le but n'est pas de rentabiliser, le but, c'est de semer et qu'on y croit ou pas, Mhm. que ce que tu fais, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, ça va te faire. Ah, ça me rappelle tellement de choses. Tu sais, ça, c'est une parole prononcée par ma mère à un moment où je faisais beaucoup de bêtises. Et elle me dit un matin, ce que tu fais te fait. Oui, et c'est vrai. Et ça m'a rattrapé, tu sais. C'est parfois on a envie de savoir par quel chemin, par Mhm. quel mécanisme, alors que c'est pas notre rôle. La vie est plus intelligente que nous. Elle Ouais, sait comment faire. je suis d'accord. Elle sait comment faire. Mm. Alors, tu as une ONG créée Wena, c'est ça, non? Non, Ewena, c'est pas moi ça. Ça c'est Ok. Francis. Ok. Ok. Bon, ok. Je dirais plutôt tu as une association, par contre. Oui, mais l'association, ce sont mes frères. Moi, je les accompagne. Ah. Ayene, Ayene. Et Oui. finalement, tu as quoi alors? Moi, Oui. je participe à beaucoup de choses différentes. Ok, d'accord. Avec ton statut d'artiste, c'est ça? Oui. Ok, super, Non, super. Ayane dont on parle, c'est intéressant que tu en parles. Mhm. C'est une hérésie de croire que nos enfants Mhm. ou nous allons vivre dans un endroit entouré de murs. Si on ne se préoccupe pas de la qualité de l'état d'esprit des gens qui nous entourent, nous nous mettons en insécurité. L'insécurité véritable, c'est pas la guerre, ou du moins le contraire de la paix, c'est pas la guerre.
c'est le sentiment d'insécurité. Il peut ne rien y avoir, ne rien se passer. Si tu as le sentiment d'être en insécurité, tu es déjà en insécurité. Ouais. Donc, il faut qu'on se préoccupe des gens qui ont du mal à aller à l'école, des enfants qui ont du mal à aller à l'école, à vivre leur parcours scolaire. C'est dans cette direction que mes frères ont fondé AENA et qu'ils pilotent dans la zone de Basila. Et il s'agit d'assister des élèves, ceux qui sont déscolarisés, ceux dont les parents n'arrivent pas à acheter les fournitures, ceux qui ont besoin d'aide, d'appui scolaire parce que parfois ils vont à l'école, mais après il faut travailler, il faut apprendre à travailler, il faut avoir des méthodes. Tout ça, il faut des gens pour les accompagner. Et dans d'autres univers, on parle de mentors, de tuteurs, d'aînés, tout ça. Ben, c'est pareil. Mes jeunes frères s'occupent de tout ça à travers leur association. Ah, mais c'est super cool, c'est super cool. Il faut de ces genres d'initiatives, n'est-ce pas? C'est important. Ok, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as quand même des rappeurs de la nouvelle génération que tu suis et dont tu es fier? Peut-être que j'aurais dû préparer le podcast un peu plus sérieusement et donc faire ce listing-là parce que j'ai arrêté d'écouter depuis un certain moment. Quelle année? Non, je dis ça parce que je m'attendais à ce qu'on me demande ça et dans ma tête, je ne voyais pas qui. Je me disais, mais il y a des gens, j'ai écouté des gens, j'ai écouté beaucoup de gens. Et chaque fois que je tombe, par exemple, sur des nouveaux trucs, c'est tellement extérieur à moi, c'est tellement lointain pour moi. Je me dis, bon, non, c'est sérieux. Et c'est pas dénigrer leur travail, c'est juste que je ne me sens plus proche de cette vibration. Donc, je n'ai pas besoin d'être fan, hein. C'est pas nécessaire. Pour travailler sur un artiste, j'ai pas besoin d'être fan. Mais écoutez, j'en ai écouté. Il y en a que j'écoute de temps en temps quand je tombe sur les réseaux. Donc, il y a des noms qui émergent. Bon, je ne compte pas Vano dans cette catégorie. C'est déjà des gens c'est une autre génération. Ça, c'est les tout nouveaux. J'entends First King. J'entends. Allez, on va zapper parce que j'arrive pas à me rappeler. Non. First King a été tellement. Gens-là. First King, en fait, du moins, a été tellement mentionné. Oui, si tu es sur les réseaux, il fait partie des gens sur lesquels tu vas tomber un jour ou l'autre. Ok. Et ce qu'il fait est cohérent. Je te citerai quelques noms quand même. Oui, vas-y. Chris Ba. Mais oui, mais Chris Ba, pour moi, c'est pas nouveau. Ok. Non, quand tu me parles de nouveau, je parle des choses qui se passent depuis 2020, disons depuis 2022. 2022. Là, je vais dire, ouais, c'est nouveau. Chris Ba n'est pas Bon, je te parlerai de... Tu connais pas de Blaze? J'ai dû voir quelques trucs de lui. Sur Facebook ou sur TikTok. Osiris? Je connais ce nom aussi. Ok. Mais je vois pas clairement. Clairement. Ok, d'accord. Mais est-ce que le rap béninois a-t-il quand même d'espoir sur le long terme? Je dirais de l'avenir. S'ils n'en ont pas, alors qu'est-ce que ça serait? Super. Non. Forcément, il sera quelque chose d'une manière ou d'une autre. Mais moi, j'ai 48 ans. Mes affinités, mon quotidien, ce n'est plus tellement d'être au fait des nouvelles sorties et tout ça. C'est surtout de continuer ce que j'ai commencé et de rester proche des gens, parce que la fidélité n'est pas une notion creuse pour moi.
de rester proche des gens avec qui j'ai toujours marché. Donc voilà, je suis pas la personne idoine pour te dire ce qui se Ce passe. qui se passe. OK. Et toujours dans cette logique-là, avec toute ton expérience, tu vois, tout ton bagage, euh, comment accompagnes-tu aujourd'hui les jeunes artistes? Est-ce que j'en accompagne tellement depuis quelque temps? Depuis, puisque je te dis que j'ai dû m'éloigner un peu, Mhm, mon propre petit frère était un rappeur que moi j'ai trouvé excellent et que j'ai voulu accompagner. mhm. Mais aujourd'hui, c'est pas. Peut-être que en fait, c'est dans la refondation que je peux mieux me sentir concerné et être plus actif. Et quand je parle de refondation, c'est se trouver une position dans laquelle on a de l'impact concrètement et de vrai à ça. OK. C'est peut-être là Là, OK. que je peux redevenir extrêmement actif dans le milieu de la musique et du rap. Mais sinon, je m'étais un peu éloigné OK. en faisant beaucoup d'autres Beaucoup. petites choses. OK, OK, super. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser ou un aspect qu'on n'a pas abordé de toi? Les écrivains, les mots, les livres. Ah ouais. Mhm, J'avais commencé à écrire. J'ai écrit un premier livre qui était un peu auto-centré ou autobiographique. Bon, comme beaucoup de choses qu'on a beaucoup aimées, on finit par les détester un jour. Donc j'ai décroché mhm. et après j'ai recommencé à écrire un second et il s'est fait que le disque dur a disparu avec tout. Et Oh donc Dieu. je veux bien retrouver la force de me remettre à écrire encore. Mais l'écriture et les livres, c'est quelque chose de très, 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 très important. Aujourd'hui, on a une vie numérique tellement intense et centrale que ouvrir des livres, c'est un peu, ça devient une exception. Mais, en tout cas, écrire, c'est quelque chose que je trouve gratifiant, intéressant. Si je n'avais pas adopté la, la, la position du rappeur, Mhm. je crois que je serais un écrivain, Et pour moi, la lecture n'a que des avantages. n'est-ce pas? Et j'aime aussi lire, tu sais. Non, mais ça se voit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dis-moi, ici, le concept, c'est vibes and héritage, d'accord? Quelle est ta conception de ces mots-là? On va commencer par l'héritage, d'un point de vue philosophique, parce que je vois quand même que tu aimes beaucoup, tu es beaucoup attaché à la philosophie, tu vois, aux vibrations surtout, d'accord? Donc, quelle est ta conception de ce mot-là, héritage? Et après, on viendra sur vibes. Nous sommes des héritages vivants. Chacun d'entre nous est l'héritage de beaucoup de gens qui ont lutté dans la grande aventure de la vie sur la Terre. Et donc, l'héritage. Nous sommes des héritages, nous avons reçu en héritage un pays, nous avons reçu en héritage des éducations, nous avons reçu en héritage des façons de voir. Ben, il faut y ajouter ce que nous, on peut y ajouter et le passer au suivant. Le passé au suivant. Ok, On n'est que de passage. bien sûr. Tant que ça, c'est clair, tout va bien. En parlant de passage, tu crois en la réincarnation? J'y ai cru pendant longtemps. Maintenant, je crois plus en rien. C'est-à-dire, je crois juste à la vie. Grand V. Ok, d'accord. Vibes. Oui, c'est un mot qui sonne bien déjà. Parce que la vibe, c'est un peu, tu vois, parce qu'à une époque, j'étais étonné d'entendre que des gens pensaient à construire un type d'avion en Amérique et simultanément, il y avait des gens qui faisaient la même chose dans d'autres pays sans communiquer. C'est ça la vibe. C'est parce que la vie, tout est un.
Et donc, il y a comme des énergies qui traversent, qui n'ont pas besoin de mots ou de canaux visibles. Mais si l'intention d'un homme a pensé des choses, cette vibe-là, cette vibration-là, ces ondes-là se propagent. Et quelqu'un, quelque part, peut le capter. Parce qu'on est reliés. Rien que par la planète, par les astres, partout, on est reliés. Parce que donc, vibe, oui, c'est un mot qui me parle et qui m'intéresse. Qui t'intéresse, justement, parce que ma prochaine, je dirais, question allait dans ce sens-là. Nous lançons souvent un défi, d'accord? Oui. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 octobre. Donc, tu vas écrire un test sur ces deux mots-là, vibes and héritage. Et tu nous diras combien de pages. Et dès qu'on l'a, on publie ça sur notre page. Ok. Je vais faire l'exercice, on verra bien. Et ça sera environ combien de pages? Non, je vais faire succinct. Ok. Aujourd'hui, j'aime plus les choses compliquées. J'aime les choses simples et directes. Ok. Super. Super. Il faut ébarber beaucoup de scories de nos façons de penser, de nos façons d'être. Il faut purifier. Il faut faire simple. Faut faire simple. Et est-ce que tu as un mot de fin? Non, merci. Et ça ne m'étonne pas que tu fasses ça. Sérieux? Oui, ça ne m'étonne pas. Donc, pourquoi ça ne t'étonne pas? Parce que c'est logique. Si tu avais déjà capté l'idée qu'il fallait créer des labels, c'est que tu avais compris quelque chose. Et donc, si aujourd'hui tu captes l'idée qu'il faut faire des podcasts, c'est que tu es toujours en train de comprendre ces choses-là. Et donc, continue. Merci beaucoup pour la force. Merci beaucoup, Aïchak. Ce fut vraiment un plaisir. J'ai tellement adoré cet échange-là que nous avons eu durant des heures, 3 heures déjà, tu sais. Ah bon? Ouais, 3 heures. Et je pense qu'on va t'inviter à nouveau parce qu'il y a tellement d'autres points à aborder, tu sais. Effectivement, ouais. Il y a toujours beaucoup à dire. Et même quand on a tout dit, il reste encore à dire. Il reste encore à dire. Franchement, merci beaucoup et que les bénédictions soient. Amen. Merci. Ouais, merci.